Bien. Alors, rebonjour. Je tenais d'une part à excuser le président du CNU 62, qui est Marc Rousseau, qui est un professeur de l'Université Grenoble-Alpes et qui est de la spécialité génie des procédés, qui devait faire cette conférence et qui, malheureusement, pour des problèmes d'emploi du temps, n'a pas pu se joindre à nous. La semaine dernière, nous étions à Nantes, enfermés en conclave, et il n'a pas pu se libérer pour aujourd'hui. Donc c'est moi qui le représente. Donc je m'appelle Christophe Ledilio, je suis le premier vice-président du Conseil national des universités, 62e section. Et je vais vous présenter en quelques minutes nos activités. Je sais que les anciens connaissent certainement les activités du CNU. Certains y sont passés, des vieux comme Philippe Lemasson, par exemple. Merci. Voilà, et d'autres. Jaona y est en ce moment. D'ailleurs, je lui demanderai de me rejoindre tout à l'heure sur l'estrade. François Lanzetta. Ok, bon alors voilà, ça y est. J'ai repéré quelques personnes. Donc je vous les présenterai tout à l'heure et ce sont des gens avec qui vous pouvez dialoguer. Une fois de plus, la SFT est au service de ses adhérents, et bien le CNU est au service de ses enseignants-chercheurs et de ses doctorants. Et nous sommes là pour vous aider et pas pour vous descendre. Donc, tout d'abord, il est inutile de chercher beaucoup plus les statistiques de tout ce que je vais vous raconter. Ce n'est pas la peine de prendre des notes, ce n'est pas la peine de prendre des choses particulières. Tout est sur le site web du CNU. Tout est sur le site web. Tout y est. Les modes d'emploi, les recommandations, la façon de faire des dossiers et surtout les comptes rendus et les bilans. Donc tout ce que je vais vous raconter, c'est extrait de ça. Et tout y est, tout est là-dessus, ainsi que l'ensemble des membres qui sont disponibles. Alors, un rapide panorama de la section 62. Alors, c'est quoi la section 62? Déjà, on verra bien. Quelques bilans de session, des informations pour les doctorants, pour savoir si vous avez des chances d'être qualifié ou pas de chances d'être qualifié. Je pourrais vous en dire deux mots. Et puis la CPCNU, je l'ai supprimée, et puis questions et échanges éventuellement avec mes collègues que je ferai descendre à ce moment-là, les collègues qui sont élus ou nommés pour cette mandature. Alors, la section CNU 62, c'est énergétique génie des procédés. Donc nous partageons les bancs avec, autrefois c'était thermodynamique, et puis il y avait une partie A, une partie B. Et aujourd'hui, c'est la 62e section, énergétique génie des procédés. Donc énergétique, les thermiciens en font partie, mais pas seulement. Il y a aussi les plasmas, il y a aussi, les plasmas et les combustionnistes. Même s'il y a des combustionnistes à la SFT, ils n'y sont pas tous. Et puis vous avez le génie des procédés. Et le génie des procédés, c'est tout ce qui concerne la filtration, procédés membranaires, j'ai plus les noms en tête, les colonnes de distillation et autres. Donc le champagne fait partie de ces procédés, notamment. Et voilà, et donc tout ça se retrouve dans la même section, et nous représentons 1075 enseignants-chercheurs. Alors c'est la plus petite des sections du groupe 9. Le groupe 9 comprend les sections 60 méca, 61 traitement du signal, 62 c'est nous, et les 63 les électroniciens. En ce qui concerne la répartition hommes-femmes, parce que vous avez remarqué, quelqu'un a fait remarquer tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la salle, eh bien, dans la section, on n'a pas la parité, on est plutôt à 34,65 chez les maîtres de conf et à 24,76 chez les profs. Globalement, on est à 30,70, donc un tiers de femmes à peu près. Nous sommes la section la plus féminisée du groupe 9. Les autres tournent entre 10 et 11,5%. Notamment, le problème est bien connu en mécanique. Le CNU 62, c'est une commission qui compte 72 membres, 36 pairs, 36 mètres de conf. Et puis, il y a 24 élus et 12 nommés pour chaque collège. Le ratio homme-femme, c'est 30 femmes pour 42 hommes. Et puis, donc, c'est un petit peu plus élevé au niveau de la proportion féminine qu'au plan national, mais il faut bien commencer quelque part. Au plan thématique, on a à peu près 13 PR, 14 mètres de conf
de l'énergétique, et puis le reste, c'est génie des procédés. Ça représente 40-60, c'est à peu près le ratio qui représente la section. Marco Rousseau est le président, j'en suis le vice-président depuis pas très longtemps, Geoffroy Lesage, second vice-président, et Gaël Ducom, assesseur, qui sont tous les deux maîtres de conf. Alors, au niveau des travaux du CNU, qu'est-ce qu'on fait C'est beaucoup moins festif qu'à l'SFT, je peux vous le garantir. Donc, c'est 6 sessions par an, il y a la qualification et CRCT. Alors, CRCT, c'est congé pour recherche et conversion thématique, que les collègues peuvent demander. L'avancement de grade, c'est fait. On y était la semaine dernière. Suivi de carrière, c'est fin juin. Nouveau, la prime individuelle, ce qui a remplacé la PEDR, ça concerne tout le monde. Ça s'appelle maintenant le RIPEC, et qui peut être obtenu pour les 3 volets, enseignement, recherche et tâches d'intérêt collectif. Et puis, promotion interne, repyramidage, ça aussi c'est nouveau, hein, de manière à essayer de repyramider le ratio maître de conf prof. Le ministère, généreusement, a mis sur la table un certain nombre de postes. Cette année, on en avait 12 en section 62. Vous allez voir que c'est bientôt fini. Donc, on a une volonté de décentraliser les sessions. Je ne sais pas si on a déjà eu à Reims, mais il y en a déjà eu à Marseille, à Nantes, à Toulouse. Et puis, c'est comment ça se passe? Eh bien, il y a 2 rapporteurs par dossier en fonction de la session. Il y a 2 rapporteurs par dossier qui sont désignés par le président et le bureau. Et puis, ces 2 rapporteurs rapportent selon ce qu'on demande, hein, rapportent sur les candidats. Et on essaye justement de ne pas affecter des dossiers. Si vous venez de Marseille, vous ne verrez aucun dossier de Centrale Marseille ou de Aix-Marseille Université. Et en général, on interdit même la parole. Pour cette mandature, en tout cas, on interdisait d'intervenir pendant qu'on parlait de nos collègues. Le compte-rendu de toutes ces sessions, vous pouvez l'avoir sur le site web, hein, et ainsi que tous les bilans annuels. Alors, sur les qualifications, c'est ce qui intéresse les maîtres de conférences, les doctorants. Alors, je ne sais pas, il y a beaucoup de doctorants dans la salle? Oui, quelques-uns. Si certains envisagent de faire de l'académique, vous savez que vous aurez à demander une qualification. N'hésitez pas à en parler à vos encadrants, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous voulez embrasser la carrière, vous devrez en passer par les qualifications et on doit faire un petit dossier. Et puis, il faut savoir que ce dossier, il y a un certain nombre de critères. Un des critères, je vous le dis, hein, c'est en gros 40 heures équivalent TD d'enseignement. C'est 1 ou 2 papiers. Et c'est d'avoir monté un peu d'enseignement quand même dans les dernières années. Et puis, au niveau des qualifications, vous voyez que le bilan est relativement positif en ce qui concerne les maîtres de conférences. Hein. Il y a pas mal il y a des demandes, en gros un peu plus de 200 demandes. Et puis, en règle générale, les gens connaissent bien les critères, donc ça passe. Sinon, vous avez des recalés, des non qualifiés pour défaut de dossier, pas de publication, pas d'enseignement ou des hors-sections, hein, qui sont ici. Donc, ce n'est pas la peine, si vous êtes vraiment 62 ou si vous êtes 60, ce n'est pas la peine d'aller faire toutes les sections de la Terre. Une seule suffit. Voilà. Donc, remplir la fiche de synthèse, je vous invite à suivre les recommandations du site. En ce qui concerne les qualifications PR, ça a beaucoup changé, puisque à partir de 2020, eh bien, les qualifications PR ont été supprimées. Tout maître de conf HDR a le droit de postuler sur les postes de maître de conférence. Sont concernés, je vois des gens, des collègues de l'IMT, des IMT, les collègues du CNRS, eux, ils sont toujours concernés. Ils sont toujours obligés de demander la qualif. Et donc, je vous invite à suivre les indications du site web et vous retrouverez toutes les recommandations. Donc, du coup, le nombre de candidats à la qualification a beaucoup chuté. Donc, une fois de plus, quelques CNRS, quelques collègues des ministères, les écoles des mines, notamment des IMT, et puis des collègues étrangers. Les CRCT, congés pour recherche et conversion thématique, n'hésitez pas à demander. Cette année, on s'est retrouvé un peu coincé. Pour tout vous dire, on avait 6 supports, 6 candidats. 6 supports, 6 candidats. Tout le monde n'a pas été élu. Hein. Tout le monde n'a pas été élu. Mais je pense qu'il ne faut pas... Enfin, je veux dire, s'il y a une information à faire passer, si votre projet est bien ficelé, si vous comptez
Si vous comptez, par exemple, aller à l'étranger ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui est très bien valorisé. On leur demande, tout ce qu'on vous demande à l'issue d'un CRCT, c'est de faire un petit rapport en disant, voilà, j'ai eu un congé de 6 mois, j'ai fait ça pendant ces 6 mois, et c'est à peu près tout. Une alerte, attention, pour ceux qui l'ont déjà fait, pour ceux qui voudraient le faire, ça vous paraît peut-être un détail, mais quand vous cochez la case, c'est 2 semestres ou rien, s'il ne reste plus qu'un semestre, eh ben, ce sera rien. Donc réfléchissez bien avant de cocher cette case, ça peut très bien être rien du tout. En ce qui concerne les avancements de grade, je ne vais pas trop en parler parce que c'est très corpo, hein, ça correspond ça correspond vraiment aux maîtres de conférences et professeurs. Vous avez ici les statistiques qui sont données. Sachez que cette année, en tête j'ai les PR, Jean-Honor a peut-être les MCF en tête. Cette année, on avait 50 candidats pour la PR1, 50 candidats pour la PRX1. On avait 9 supports de chaque côté. On avait 33 candidats PRX2 et on avait 5 supports. La pression monte. Jaona? Alors, il y a 80 candidats en haute classe pour 13 promotions. Et en classe exceptionnelle, il y avait 14 candidats. Merci. Je suis désolé, j'ai pas annoté j'ai pas imprimé les stats aussi bien. En fait, on n'avait pas de dossier maître de conf à rapporter. Bon, je ne vais pas parler plus, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vous invite à suivre le site web. Alors, si, pour les avancements de grade, ce qu'il faut bien faire, un conseil, c'est vraiment de bien décrire et quantifier les responsabilités. Si vous êtes membre d'un CA, par exemple le CA de la SFT, c'est compté comme responsabilité nationale, hein, mais il faut vraiment décrire ce que vous avez fait. Si vous êtes responsable d'un GT au sein de la SFT, il faut dire voilà, j'ai organisé tant de journées par an. Voilà, il y a des choses qu'il faut faire ça. Alors, il faut faire. Alors aussi, pour ceux qui sont très hauts dans la hiérarchie, on a un problème, c'est qu'il y a une mauvaise information, ceux qui sont directeurs de composantes, ceux qui sont directeurs de département, ceux qui sont directeurs d'IUT, vice-présidents d'université. Il y a une voie spécifique qui existe. Il existe la voie spécifique. Entre guillemets, n'allez pas encombrer le CNU et la voie normale avec vos dossiers qui peuvent être traités à un autre niveau. Hein? Non, mais c'était juste... c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que dans la voie spécifique, il y a très peu de promotions pour les personnes, par exemple, qui sont directrices de département, etc. Oui, non, on est bien d'accord. Non, on est bien d'accord. Non, je dis, non, mais les directeurs de composantes. Ces personnes-là ne viennent pas encombrer. Non, les directeurs de composantes. Si je prends en compte les directeurs de composantes, les vice-présidents d'université, les présidents d'université, oui, on est d'accord. Cette année, nous avons la présidente d'une université très prestigieuse. Voilà. Le RIPEC, c'est nouveau. Donc, le RIPEC, c'est une prime qui remplace la PEDR qui est donnée pour 4 ans. Et alors, ce sont des sessions qui sont relativement faciles pour nous. C'est très long, mais il y a beaucoup moins d'enjeux que la PEDR. La PEDR, on était contingenté. Il fallait 20% de dossiers en A, 30% de dossiers en B et 50% de dossiers en C. Quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, on distribue des A, B, C en fonction de la qualité du dossier sur les 3 volets. Les 3 volets qui sont la pédagogie, la qualité scientifique et les tâches d'intérêt collectif, d'intérêt général. Et en ce qui concerne les maîtres de conf ou les PR, vous voyez que on a quand même notamment au niveau de la qualité scientifique, on est quand même on est plus équilibré sur les maîtres de conf qu'on ne l'est sur les professeurs où c'est relativement élevé. On n'a plus besoin de faire des classements artificiels. Après, ça revient aux établissements. Qu'est-ce qui est nouveau? Le repyramidage. Qu'est-ce que le repyramidage? Le repyramidage, le ministère a découvert que
avec effroi qu'il y avait un déséquilibre entre maître de conférence et professeur. Donc le but du jeu, c'est de rééquilibrer 60-40, 60% de maître de conf, 40% de professeur. Et donc, il a mis sur la table un certain nombre de promotions. Alors, si vous êtes aspiré sur votre promotion, il n'y a plus d'effet cascade, hein, votre poste disparaît. Hein. Ce sont des chapeaux. Et donc, ce rééquilibrage fait qu'on a eu cette année 12 postes sur la section en repyramidage. 12 postes. C'est énorme. Hein, c'est énorme. Ça n'arrivera plus. Pourquoi? Parce que ça y est, on a basculé, on a atteint quelque chose qui est de l'ordre de 35-37%. Et donc, on est arrivé quasiment à saturation. On a presque atteint l'objectif. Hein, il y a quelques lauréats, j'en vois un là, de repyramidage. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, évidemment, ce sont les établissements qui décident, c'est pas nous. C'est le ministère qui oriente les sections. Ah oui, alors, oui, tout à fait, cher collègue, vous avez raison. Le ministère fait une liste des sections en tension, envoie cette liste aux établissements. Et les établissements décident, oui ou non, d'ouvrir des postes au repyramidage dans ces sections en tension. Hein, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Suivi de carrière, je sais que vous n'êtes pas très attentif au suivi de carrière. On a relativement peu de dossiers. Néanmoins, sachez que on a eu plusieurs cas positifs de collègues qui étaient dans des situations un peu difficiles et où on a fait remonter des problèmes de manière générale dans certains sites délocalisés et la situation s'est améliorée. Hein, il y a un retour personnel pour l'enseignant-chercheur, mais il y a aussi un retour aux établissements qui peuvent permettre d'améliorer les conditions de travail. Les groupes de travail, on a un certain nombre de groupes de travail qui fonctionnent. Hein, et donc on essaye de maintenir un lien avec les enseignants-chercheurs qui nous ont élus, hein, vous nous avez élus, et on est à votre écoute. Donc je veux dire, n'hésitez pas à venir nous solliciter, n'hésitez pas à solliciter les gens qui sont dans votre labo, et nous sommes tout à fait ouverts. Alors, avant de clore le discours, je remercie le Congrès d'avoir donné la possibilité au CNU. Alors, la section 10 du CNRS avait eu son heure de gloire à Nantes. Donc, voilà, le CNU, et comme la parole avait été donnée à la SFGP, il fallait bien aussi faire le miroir. Jaona, François, vous pouvez venir. Alors, François Lanzetta, Femto ST Belfort, Jaona Rendre. Voilà. De ITEM. Alors, venez vous présenter. Donc, vous les verrez au cours du congrès. Alors, j'en vois pas d'autres. Il y en a d'autres? Non, je crois pas. Hein, Andrzej Kudziak qui n'est pas encore arrivé. Bonjour. Voilà. Donc, vous pourrez interroger François et Jaoda sur comment on fait un dossier et surtout pour vous, les doctorants, quelles sont mes meilleures chances pour être qualifié et quelles sont les erreurs à ne pas faire. C'est très simple. Il suffit juste de lire le site web. Ok, des choses à ajouter, chers collègues? Bien rédigé. Bien rédigé. Voilà. Alors là, on parle du site web de la section 62, mais pas du ministère. Non, site web de la section 62. Galaxy, pas de commentaire. En fait, je pense que pour compléter les conseils en tant que rapporteur, notre devoir, c'est de rapporter votre dossier et de défendre le dossier. Défendre le dossier veut dire qu'il faut que le dossier soit de très bonne qualité. Il ne faut pas qu'on cherche les informations un peu partout parce qu'on n'a pas le temps de chercher des informations qui sont en général cachées. Donc si vous suivez le guide sur le site internet, normalement le dossier devrait être de très bonne qualité et facile à rapporter. Je précise, très bonne qualité rédactionnelle. Tout à fait. Voilà. Pas de jugement de valeur. Un dossier bien écrit, la moitié du boulot est déjà fait. Donc en fait, il faut essayer de respecter la trame pour que ce soit facile à la fois pour les rapporteurs, mais pour vous guider dans la manière de rédiger. Et
Une des qualités d'un dossier, c'est de bien quantifier tout ce que l'on fait. Il ne s'agit pas de dire j'ai fait de la thermique. Ok, tu as fait de la thermique, mais combien d'heures, auprès de quel étudiant, quelle population, combien d'élèves il y a dans une classe, etc. etc. Donc il faut essayer d'argumenter dans ce sens-là. Il ne faut pas qu'on aille se dire, mais je le connais parce que je l'ai déjà vu à la SFT, donc il fait peut-être ça, je vais aller chercher. On perd du temps et c'est au détriment de la qualité de l'expertise. Alors bien sûr, on n'a pas le droit de rapporter sur nos propres dossiers, enfin nos propres dossiers de collègues de la même université, du même laboratoire, parfois même du même établissement. Donc même si on connaît ce qu'il ou elle fait exactement. Et donc, rédiger un dossier, ça prend du temps. Ça prend du temps pour l'expertiser, et ça prend du temps surtout pour le rédiger correctement. C'est pas quelque chose que l'on fait en se disant tiens, j'ai 4 heures, je vais faire mon dossier de RIPEC. Voilà. Le seul conseil que je donnerais, c'est de prendre du temps pour faire ça, et surtout de rédiger, de laisser reposer, et puis d'y revenir peut-être une semaine après, et puis de voir effectivement ce que l'on a rédigé, et essayer de se mettre à la place du rapporteur. Est-ce que les infos que j'ai données sont claires pour quelqu'un qui ne me connaît pas directement? Donc merci, chers collègues. Donc n'hésitez pas, si vous les croisez dans les couloirs, n'hésitez pas à leur demander. Alors, je reprends mon rôle de président de la SFT. Et donc, nous avons décidé cette année, c'est une nouveauté, de ne pas faire la réunion des commissions. Vous avez remarqué, chers collègues, qu'il n'y a pas eu de réunion des commissions au début du congrès. Ces réunions où finalement on touchait peu de monde parce que les gens n'osaient pas rentrer. Hein, ces réunions qui étaient ouvertes à tous, c'était marqué dès le début, mais personne n'y venait, à part les habitués. Bien. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire une présentation des commissions de la SFT et de vous écouter. On est à votre écoute pour savoir ce que vous attendez de nous. Hein, donc c'est une tribune. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez poser n'importe quelle question, il n'y a pas de question bête. Alors, je vais juste présenter les commissions en cas transparent et je céderai la parole à la commission qui fait vivre aussi la SFT, qui est un peu le poumon de la SFT, c'est la commission programme. Hein, cette commission programme qui organise les journées et ces journées rassemblent autant de monde que le congrès. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vais commencer par la communication. La communication, alors président de la commission communication, M. Philippe Beaucourt, ici présent, au fond de la salle. Bernard Desmet, ici présent. Donc ces commissions ont pour but d'organiser les moyens de communication de la SFT, et notamment le bulletin. C'est Bernard qui le fait avec une certaine constance depuis un certain nombre d'années, une bonne dizaine d'années. Hein. Et donc ce bulletin est passé d'une édition papier à une édition numérique. Vous le recevez via Vitamine Evans, excusez-moi, Inside Outside. Via Inside Outside, vous le recevez à chaque, en gros c'est trimestre, 4 fois dans l'année. Cette commission s'occupe également du site web. Donc, une des missions de Philippe Beaucourt actuellement, c'est de refondre entièrement le site web hein, pour qu'il soit un peu plus interactif et un peu plus visible. On va aussi rajouter, enfin Patrick me l'a suggéré tout à l'heure, une rubrique post. Dans nos laboratoires, on a beaucoup de mal à trouver des postdocs. On a aussi beaucoup de mal à trouver des thésards. Hein, quand on trouve un gisement de thésard, on ne le partage pas non plus, remarquez. Mais parfois, on a des postes d'ingénieurs qu'on aimerait bien pourvoir, que ce soit des CDD ou des CDI, et ça doit devenir vraiment une bourse d'échange, mais également pour des postes d'anciens chercheurs. Tout n'est pas toujours verrouillé. Vous avez des postes d'anciens chercheurs qui sont complètement libres, où on cherche du monde, dans le domaine de la thermique.
Alors, on a créé tout dernièrement une page LinkedIn, hein, qui est gérée actuellement, bon, je mets des morceaux, mais Christophe Journeau, l'actuel président du conseil scientifique, il met également des morceaux. On essaye de parler un peu de l'actualité. On est suivi par un certain nombre de... Bon, on a bien 150 followers. Enfin, c'est pas non plus... on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux. Donc le but du jeu de la commission communication, c'est de faire connaître la SFT au plus grand nombre, et vous verrez que ça a basculé sur la prospective. 495 abonnés. Alors, je signale quand même que c'est plus que le nombre de personnes sur l'annuaire à la SFT, à jour de cotisation. Je précise, à jour de cotisation. La commission prospective est dissoute. Pourquoi? Parce que on n'arrivait pas à faire régulièrement cette commission prospective. L'ancien président Fabrice Laturel a eu énormément de mal sur 3 ans à faire à chaque fois un compte-rendu de la prospective, puisque la prospective, en fait, était inclue plutôt dans les autres items. Donc, évolution de 2023, la commission prospective va être reprise par... La prospective scientifique de la SFT va être confiée au président du conseil scientifique. Donc l'actuel président, enfin le futur président sera sans doute Jean-Luc Battaglia, ex-comité CNRS section 10, qui a d'ailleurs travaillé sur la prospective du CNRS au niveau de la thermique. Et donc il va s'appuyer sur le conseil scientifique, soit des membres du conseil scientifique, qui ont été peu sollicités ces derniers temps, mais qui vont l'être beaucoup plus dans les mois à venir. Et on va aussi se concentrer sur des missions ciblées par le CA, mais qui peuvent être sorties à la demande des adhérents. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on peut faire ça. Je me souviens d'un congrès à Nantes où, en réunion des commissions, quelqu'un avait dit « Oui, mais alors on parle de réchauffement climatique, et qui, au niveau de la SFT, travaille sur le réchauffement climatique? Qui a déjà été interrogé par le ministère sur le réchauffement climatique? » Eh bien, on ne fait que parler de réchauffement climatique, de température, mais on n'est jamais consulté. En fait, ces gens regardent des champs et pas forcément des flux. Donc on s'est intéressé aux flux. Ça a maturé, comme du bon vin, et 1 an après est sorti le GT, thermique atmosphérique et adaptation au changement climatique, géré par un trio particulièrement actif, de collègues lyonnais, lillois et biarritien. Biterrois. Non? Palois. Pau. Alors, une idée a germé ces derniers temps, c'était comment communiquer auprès du grand public. Qui n'a jamais eu à essayer d'expliquer à des élèves de collège, on fait tous des trucs genre faites de la science et des choses comme ça, ou alors on a dans notre cercle proche, familial ou autre, des gens qui ne font pas forcément de l'ingénierie, à qui il faut expliquer les grands enjeux de la thermique. Déjà, expliquer que la chaleur va du chaud vers le froid, c'est déjà un progrès. Et donc Jean-Luc Bodnard, donc l'idée est sortie, Jean-Luc Bodnard s'est proposé pour animer un atelier autour de ça, et peut-être qu'il en sortira un GT, ce sera à la fin de la semaine. C'est vendredi, hein, c'est pas jeudi. Il y a un atelier. Ah, c'est vendredi. C'est vendredi. Excusez-moi. J'ai fait ça ce matin à 7 h en prenant le train. Donc la prospective scientifique du CS va se... l'idée de Jean-Luc, si vous voulez, c'est de s'appuyer sur les groupes thématiques de la SFT, et puis de se définir par grandes thématiques sociétales. Les grandes thématiques sociétales actuelles ont été identifiées comme thermique, industrie du futur, thermique et transition énergétique, thermique et climat, et thermique et santé. Et puis évidemment, y associer les besoins industriels. Donc là, Jean-Luc Battaglia va s'y attaquer dans les mois à venir. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à m'interrompre, vous levez la main et puis vous me dites pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça.
La commission, alors c'est pas parce que j'y ai siégé pendant 10 ans, hein, mais une des commissions les plus importantes de la SFT, c'est ce qui rythme la vie de la SFT en dehors du congrès. Hein. D'ailleurs, on fait maintenant nos bilans de congrès à congrès. C'est la commission des programmes. Alors, le président Patrick Salagnac, le vice-président Philippe Lemasson, eh ben, ils vont prendre la parole. Hein. Le but du jeu, c'est d'organiser les journées SFT. Et puis, c'est pas extrêmement contraignant, mais ils organisent quand même 2 réunions en dehors du congrès. Autrefois, c'était pendant le congrès. Aujourd'hui, c'est en dehors, mais elles sont ouvertes également à tous, en visio, de manière à ce qu'il y ait le plus de monde autour de la table. Hein, on n'a pas tous forcément le temps de se libérer une demi-journée pour aller à Paris, et ça coûte beaucoup moins cher. Durant le congrès, ils ont une mission, c'est de solliciter le système, et en espérant que le système réponde. Et donc l'idée, c'est de faire ressortir des idées de réunion, et ben, ils vont vous en parler. Merci de votre attention. Donc, si vous avez des demandes, il y aura un petit temps d'échange à la fin. Alors, cette commission donc, a pour but, bien sûr, de promouvoir en fait, et de coordonner tout ce qui est organisation de journées. Donc ça peut être des journées, ça peut être des congrès, ça peut être des écoles. Et vous allez voir qu'en fait, on fait un petit peu de tout. Favoriser donc les échanges entre les différents acteurs de la thermique, que ce soit des académies, des industriels. Donc elle va organiser le calendrier des journées thématiques, conseiller éventuellement sur le lieu ou l'organisation. Elle tient un bilan des actions passées pour chaque groupe thématique. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors typiquement, une journée, ça va être quoi? Ça va être, en général, c'est basé sur une journée, sur 2 demi-journées, éventuellement 2 journées. Ça peut être très spécialisé, ça peut être grand public, ça peut être à l'interface de 2 sociétés savantes. On l'a déjà fait, il y en a une qui est déjà prévue, je crois, avec la SFGP. Ça peut être aussi chez des industriels. Le lieu, alors, le lieu, jusqu'à présent, c'était jusqu'en, on va dire, janvier-février, on allait souvent à l'espace Hamelin. Depuis février, en fait, les prochaines sont prévues sur un autre espace qui s'appelle FIAP. Alors, le FIAP, si je ne me trompe pas. Donc, qui est, j'aurais tendance à dire, plutôt vers la gare Montparnasse, donc sur Paris. Donc, qui est un espace qui a des salles, il y a des amphis. On peut se restaurer sur place et on peut éventuellement aussi, pour certaines journées qui dureraient sur 2 jours, il y a aussi de l'hébergement a priori. Les prochaines, alors pour le moment je crois qu'il n'y a pas eu de journée à la FIAP. C'est en train de s'organiser. C'est en train de s'organiser, mais les prochaines vont voilà, on les présentera tout à l'heure, seront justement à la FIAP. Le format, alors c'est essentiellement un format en présentiel. On trouve aussi un format hybride. On avait fait à un moment donné un format en distanciel, notamment quand il y a eu le Covid. C'est un format qui ne marche pas très très bien. Ce qui marche le mieux, je dirais, parce qu'il y a les échanges, c'est tout ce qui est présentiel. Au niveau, il y a une grille de coûts, hein, donc si vous en avez besoin, on vous la donnera. Alors là, c'est une grille de coûts essentiellement pour la FIAP, hein, ou le FIAP, pardon. L'idée, en fait, c'est que ce coût, il sert juste à équilibrer les comptes. Hein, donc voilà. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver donc, dans un Vademecum. On va le mettre sur le site de la SFT. Jusqu'à présent, on l'a envoyé, mais on va directement le mettre sur le site de la SFT. Et si vous avez besoin, on a aussi des modèles d'annonces. Hein, vous en verrez par la suite. Petit complément d'information sur l'organisation d'une journée. Hein. Ce qu'on dit franchement ici, c'est que la SFT, c'est vous, c'est pas nous. Hein. Enfin, si, c'est nous, mais c'est surtout vous. Et donc, toute personne qui a des velléités d'organiser une journée peut essayer de regarder les groupes thématiques que l'on verra tout à l'heure et avoir de réfléchir sur cette organisation. Un point important en termes de délai, c'est toujours pareil, pour organiser une journée, on ne se la fait pas du jour au lendemain. Donc, globalement, il faut prévoir une année, le temps de mûrir la journée, de discuter avec un certain nombre de collègues en se disant ce serait bien qu'on fasse telle chose, telle autre. Nous, on a dans nos cartons
on le verra tout à l'heure, des journées, ça fait déjà 3-4 ans que les gens nous en parlent en disant « Oh, si, je vais faire. » Ils n'ont pas eu le temps d'organiser. Donc il faut conserver cette idée de délai. Hein. On peut travailler sur une préparation d'une journée sur, on va dire, une année, en disant l'idée va mûrir, on va faire des choses, on contacte des gens, parce que c'est aussi la personne qui s'engage dans l'organisation de la journée qui va nous permettre de construire cette journée, en allant voir les spécialistes autour de nous. Et surtout, par rapport au bulletin, il y a les délais de publication. C'est-à-dire qu'on essaie, lorsque le programme est à peu près calé ou l'idée de la journée a émergé, de faire en sorte que la journée soit publiée au moins 2 fois, de façon à attirer aussi d'autres personnes. Alors, juste une petite présentation ou un rappel des groupes thématiques. Ces groupes, vous allez les retrouver en fait sur le site de la SFT. Alors, il y a peut-être un certain nombre de représentants. Donc, il y a eu un certain nombre de changements aussi récemment. Donc, le groupe conduction thermocinétique est animé, donc va être animé par Yacine, que je crois que j'ai vu dans le... Il n'est plus là. Il se cache. Il est parti, bon. Et Gabriel Bauzin. Au niveau convection, donc ce groupe s'est un petit peu agrandi. Donc il y a Philippe Rollet, Didier Sori et Amir Barani qui nous a rejoints. Donc il va s'occuper plutôt d'un aspect, on va dire, convection, écoulement complexe, en fluide complexe. En rayonnement, donc il y a 2 personnes, c'est Benoît Rousseau et Agnès Delmas. Donc Benoît Rousseau, là, est en train de remplace Denis Lemonnier. Voilà, donc Denis a souhaité arrêter et donc ce sera donc Benoît Rousseau qui s'occupe aussi du GDR Tamaris. Au niveau du transfert interfaciaux solide, donc c'est Najid Laraki et Bertrand Garnier qui étaient en conduction au départ. Pour la thermographie, on va retrouver Hervé Pron qui était dans le coin, Laurent Ibos, Jean-Luc Bognard. Pour les milieux poreux, c'est Frédéric Topin. Les milieux polyphasiques, Marc Micevich et Michel Gradec. METI, donc c'est métrologie et technique inverse, Jean-Luc Battaglia et Denis Maillet. Au flux et haute température, Michael Courtois et Jules Delacroix, donc qui ont remplacé. Un point particulier là, c'est-à-dire que moi, je suis pas loin de la retraite, donc j'étais aux hautes températures avant. On essaie aussi d'attirer à nous, dans l'organisation des groupes thématiques, des jeunes qui ont envie de faire des choses. Donc, n'hésitez pas non plus à revenir vers la SFT en vous disant j'aimerais bien m'engager dans le groupe thématique un tel, parce que je pense qu'il y a une journée, on pourrait faire un travail autour de ça. En fait, les groupes thématiques, il y a des responsables. Ces responsables, généralement, vont vers la communauté pour organiser ces journées. Mais à vous aussi de venir vers nous, parce que nous, sans vous, on ne fait rien. Voilà. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, d'aller voir ces responsables de groupe, si vous voulez organiser des journées. Alors, je devais... Micro et nanothermique, donc il y a Nicolas Orny et Konstantinos Termendis, j'espère que je n'écorche pas. Transfert thermique, combustion et incendie, Anthony Collin sur l'aspect réseau feu. Et il manque quelqu'un pour le moment sur l'aspect combustion, Christophe, mais je crois que tu es en recherche d'un... Nous sommes en recherche d'un porteur. J'ai un contact à Lyon, mais que je n'ai pas encore contacté. C'est Céline Morin qui s'en occupait autrefois. S'il y a dans la salle des gens, des collègues qui démarrent aussi au GFC, ça nous intéresse énormément. Manifestez-vous. Ça rejoint le propos que je faisais tout à l'heure. Thermodynamique, Michel Fetz et Bernard Desmet. Donc Bernard est dans la salle, oui. Conversion d'énergie, François Lanzetta, que vous avez eu tout à l'heure. Alors, le groupe, justement, le nouveau groupe, qui a maintenant 2 ans, thermique atmosphérique et adaptation au changement climatique, on retrouve Frédéric André, Cyril Callio et Nicolas Ferlet.
En agroalimentaire, il y a Patrick Loanec et il vient nous rejoindre donc Pascal Lebidaud qui va prendre la suite de Patrick. En thermique, de la mise en forme et des assemblages, on a Didier Delaunay et Philippe Lemasson. Donc Didier est là-bas, voilà, et bon Philippe. Génie climatique et thermie de l'habitat, donc il y a Monica Sirou, je crois que je l'ai vue, ah bah oui, elle est devant moi, et donc et moi-même. Au niveau échangeur, Serge Russeil, Thierry Lemenant et Daniel Boujard. Je ne sais pas s'il y en a. Ah. Voilà. Et modélisation et simulation numérique, Adrien Toutan. Donc voilà les différents animateurs d'axes, donc de groupes thématiques. Donc voilà, si vous voulez organiser des journées, n'hésitez pas. Hein. Ils vous donneront un coup de main sur l'organisation de ces journées. Alors, petit rappel que l'on veut faire aussi, c'est que depuis 1 an ou 2, on essaie de faire en sorte qu'il y ait au moins une journée d'organiser tous les 2 ans, par groupe thématique. Donc on essaie, il y a des groupes thématiques qui sont très actifs, d'autres un peu moins, ils ont des difficultés à se réunir, etc. Donc on essaie aussi de faire en sorte d'avoir cette périodicité. Il y a une petite chose aussi, c'est que les journées, en fait, elles peuvent être communes à plusieurs groupes. Donc on a déjà organisé, moi je sais, un génie climatique avec l'équipe METI sur les méthodes inverses. On organise avec le groupe climat. Donc on peut avoir plusieurs groupes qui se mettent ensemble pour aborder une thématique à l'interface entre ces 2 voire 3 groupes. Alors l'organisation, les différentes étapes. Donc on soumet un projet à la commission, au responsable du groupe. C'est aussi fixer une date. Alors la date elle est importante notamment parce que c'est pour réserver la salle hein, essentiellement. Rédiger un résumé avec les objectifs de la journée et rechercher les intervenants. Penser à annoncer, donc il faut envoyer ce résumé, cette plaquette on va dire, ce flyer au départ, de façon donc on l'envoie à Bernard Dersnet, que vous avez ici, et c'est lui qui va s'occuper de les faire paraître donc, dans le bulletin de la SFT. Donc l'idée c'est d'avoir au moins 2 parutions avant cette journée. Le suivi des inscriptions, réservation de la salle et des repas, pour le moment c'est Christophe qui s'en occupe, mais je crois que tu cherches... Donc ça c'est temporaire. On recherche activement quelqu'un. Hein on a des candidats. La candidature est évidemment acceptée si eux-mêmes sont volontaires. Hein c'est quelque chose qui ne peut pas être, qui est difficilement compatible, si vous voulez, avec ce que je fais par ailleurs, ce que je ferai par ailleurs pour la SFT. Donc c'est une tâche à part entière, et puis le but du jeu c'est de sectionner, d'essayer de répartir les tâches. Alors là, les photos, là, c'est le FIAP, justement, c'est des photos En termes de bilan, alors 2022-2023, c'est-à-dire du précédent congrès à ce congrès, alors on ne va pas détailler, hein, juste, voilà les différentes journées qui sont réalisées. Il y a eu 11 journées, dont 7 journées SFT, les autres, c'est des parrainages ou des partenariats. D'accord. Une petite remarque, il y a eu beaucoup de journées qui sont faites en juin, vous voyez, juin, octobre, décembre, janvier. Il n'y en a pas eu après, là, entre mars et mai, et juin, simplement parce qu'il y a eu aussi le changement entre l'espace Hamelin et la FIAP, et le FIAP. Donc voilà, mais en fait il y avait des journées qui avaient été programmées, qui ont été légèrement décalées à ce moment-là. La SFT donc, a participé aussi à 3 congrès, alors sous différentes formes, sous différentes formes. Le KURT avec Laurent Ibos. CFM, il y a une session thermomécanique à Nantes, et ça je pense que tu peux peut-être en parler peut-être un peu plus. Oui, alors on ne va pas rentrer dans le débat de l'AFM, mais en fait la SFT travaille sur un groupe thématique au sein de l'AFM qui s'appelle thermique au départ et c'est passé thermomécanique. Donc à ce titre, on organise une session, c'est moi-même qui l'organise,
Et s'il y a des gens qui veulent travailler à la jonction entre la SFT et la FM, je suis preneur aussi, parce que très souvent, les papiers sont orientés en fonction des spécialités que je porte. Donc là, par exemple, c'est plutôt on a 6-7 papiers autour des assemblages des matériaux, par exemple. Voilà. Donc c'est intéressant de travailler avec des sociétés savantes voisines, mais c'est bien de défendre la thermique au sein du domaine que l'on porte aussi. Et une conférence, donc ICSREE, donc c'est Monica Sirou qui s'en est occupée, et donc il y avait un partenariat avec la SFT, et donc c'est récent, puisque c'est... Voilà. Alors, ça c'était ce qui s'est passé. À venir, donc c'est des journées qui sont programmées, donc on va vous en donner un certain nombre, et puis il y en a, on va dire, un volant qui sont à programmer encore. Donc, très rapidement... Tu parles peut-être du délai de la FIAP, peut-être. Ah oui. Alors, une petite chose, c'est comme on a changé entre l'espace Hamelin et le FIAP, en fait, lorsqu'on doit s'inscrire pour une journée, il faut s'inscrire 21 jours avant. Donc, les journées que je vais vous présenter, là, certaines, c'est un peu tard. C'est pour des problèmes de réservation de repas, voilà, etc. Donc là, on va avoir des journées qui auront lieu là tout prochainement. Donc vous ne pouvez plus vous inscrire. Désolé, mais bon, c'est un état de fait. Mais bon, il y a des journées qui vont arriver juste derrière, sur lesquelles soyez attentifs et regardez si ça peut vous intéresser. Ouais. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre suffisamment tôt, là. C'est important même. Donc le 8 juin, c'est inversion de données. J'en ai sauté, non? Non, c'est ça. Donc inversion de données faisant appel à un modèle en thermique qu'elle apporte de l'intelligence artificielle. C'est Fabrice Rigolet qui organise cette journée qui est là-bas. Voilà. Donc ce sera la première journée, je crois, à la FIAP, ou le FIAP. J'ai un peu de mal avec... Et il y a Denis Maillet, oui, et Jean-Luc Battaglia. Il y a 32 personnes. 32 personnes. Il y a 32 aspects. J'en profite un tout petit peu. La différence entre Hamelin et le FIAP, c'est qu'on est obligé de réserver la salle 2 mois à l'avance. Et donc, 2 mois à l'avance, nous payons pour 20 personnes. Donc, on a des délais d'inscription pour changer ses effectifs jusqu'à 21 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les inscriptions pour le 18 juin sont fermées. Pour le 8 juin sont fermées. Elles devraient également l'être pour le 15 juin qui suit. Je peux encore, jusqu'à jeudi, corriger le chiffre. Mais c'est une obligation. 20 personnes, généralement, on est sûr de les avoir. Le 15 juin, pour l'instant, ce n'est que 15 assez. Voilà. Donc, la deuxième journée, c'est le 15 juin. Donc, c'est analyse du second principe. Pour compléter les propos de Paul, je pense que c'est important de réfléchir une journée à travers des présentations. Généralement, on font un quart d'heure, 20 minutes, et après, une phase de débat. Faire en sorte aussi de garder du temps, on le répète, et ça, c'est un point important au niveau de ces journées. Faire aussi un bilan à la fin de la journée. C'est-à-dire, on parlait de prospective tout à l'heure, les journées de la communauté autour d'un sujet, d'un thème, sont fondamentales ou fondamentaux, je ne sais plus ce que j'ai dit avant, pour le travail de la SFT pour la prospective. Donc, sachez organiser une journée en disant, c'est un moment de partage, c'est un moment de débat autour d'un sujet donné, mais prenons le temps aussi à la fin de la journée de faire un bilan, de façon à faire remonter ce bilan au niveau de la Société française de thermique. Si on continue, donc le 15 juin, c'est analyse du second principe multi-échelle des systèmes énergétiques complexes. Donc c'est Florine Giraud, Maxime Perrier-Musée et Julien Ramous qui organisent cette journée. Donc là, je pense que celle-là, on peut encore s'inscrire ou pas, Paul? Celle-là, c'est un peu encore juste, celle-là. On a jusqu'à jeudi, c'est ça qu'a dit Paul. Jusqu'à jeudi, tu veux. On peut. Souvent, on ne comprend pas qu'entre s'inscrire et payer, il y a quand même une grande différence. S'inscrire, c'est renvoyer votre bulletin d'inscription, là où c'est marqué, en ce moment,
mais ça ne fait pas plus longtemps. Sur ce bulletin d'inscription, il vous dit, eh ben c'est bon, il y aura un bon de commande qui va suivre. Moi, le bon de commande, s'il vient 15 jours ou 20 jours après, c'est pas grave, je ferai avec. Mais au moins, je saurai que quelqu'un est inscrit. C'est marqué en petit tête que de signer le bulletin d'inscription, ça engage les instances. Donc, on saura après si le bon de commande ne l'est pas. Mais inscription, c'est une chose administrative qui est indispensable pour qu'on réserve les places. Bon de commande, ça peut prendre un mois derrière, c'est pas trop grave. On a juste à faire. Merci. Et autre commentaire, vous n'êtes pas obligé de présenter quelque chose. Vous pouvez venir écouter et débattre. Ça, c'est aussi important. Et accueillir aussi des industriels, c'est un point aussi important sur les journées. D'autres journées alors organisées à travers des GDR. Donc il y a 2 journées, c'est du 26 au 28 exactement. Donc c'est les 5e journées annuelles du GDR Tamaris. Donc c'est essentiellement sur des rayonnements, du moins c'est un lien avec le rayonnement. Donc ça c'est Vincent Chic qui s'en occupe. Donc ce sera à Nancy. Il y a les journées du GDR Transinter, donc qui auront lieu du 26 au 28 juin au centre CNRS Poche-Langevin à Ossois. Là, il n'y a pas les 21 jours. Hein. Si vous regardez bien, si vous retrouvez sur leur site, vous avez directement déjà des liens d'inscription. D'accord ? Le vendredi 30 juin, il y a fuite complexe pour l'intensification des transferts thermiques, donc organisé par Amir Barani et Stéphanie, je crois. C'est Stéphane Foineau. Ah, désolé. Ah, en plus. Aucun inscrit pour l'instant. Il va pas falloir. Activer les troupes. Surtout que oui, ouais, c'est 21 jours là. 3-4 juillet, convection naturelle, aspects fondamentaux et applications. Donc c'est Anne Sergent, c'est marqué en haut, ouais, prends-le en haut. Et Didier Seri. Voilà. Les 32e journées thématiques du réseau feu, donc du 6 et 7 juillet à Chatou EDF. Donc c'est Anthony Collin qui s'en occupe. Vous avez le site ici hein, pour vous inscrire. Journée thématique interface aux petites échelles, c'est du 10 ou 11 juillet à C2N Paris. Donc c'est Nicolas Orny, Jérôme Saint-Martin et Samy Merabiac qui s'en occupent. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. On a aussi 4 écoles scientifiques qui sont programmées. Alors la première, c'est mise en œuvre des composites thermoplastiques, couplage, thermophysique et propriétés induites, donc qui est organisée, je crois, par Nicolas Boyard du LTEN et Olivier de Almeida, donc IMT Mine Albi, et ça se déroulera au domaine de Port-au-Roc. En tapant ça, en fait, vous avez directement accès en fait à la page d'inscription. C'est un partenariat. Une école qui a lieu régulièrement, tous les 3 ans, je dirais. Yacine est revenu, 4 ans. 4 ans. Tous les 4 ans. Donc c'est METI, donc, qui est organisé du 24 au 29 septembre sur l'île d'Oléron. Tu veux dire un petit mot ou un... Non? Allez, les inscriptions sont en cours. On va pouvoir causer. Il y a le président qui râle, mais bon. Tu vas peut-être dire quelques mots, Yacine. Bonjour à toutes et à tous. Donc l'école METI, c'est une école qui a lieu tous les 4 ans. La prochaine édition alors a lieu à l'île d'Oléron entre le 24 et le 29 septembre. Donc pour l'instant, il y a à peu près 25 inscrits, c'est pas beaucoup, hein, donc je me fais un petit peu. Donc n'hésitez pas à diffuser l'annonce auprès de vos doctorants et enseignants-chercheurs. Le thème c'est mesures thermiques et problèmes inverses. Voilà. Si vous avez besoin de questions. Il y a des cours et des ateliers en fait. Voilà, donc il va y avoir des cours le matin, ça sera des cours, 2 fois 2 cours de 1h30 et l'après-midi c'est des ateliers. Pour l'instant on a à peu près
14 ateliers de propositions. Bon, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Ça, j'ai pas- Je vais m'inscrire, moi. Le GDR-NEM organise aussi une école donc, qui s'appelle Élaboration des nanomatériaux pour la récupération, la conversion, le transport et le stockage d'énergie. Donc sur l'île d'Oléron, 12 au 16 juin, et c'est Guillaume Nataf qui s'en occupe. Et le GDR Transinter organise une école phénomène d'ébullition, donc qui sera beaucoup plus tard, 10 au 16 décembre, et c'est Michel Gradec qui s'en occupe. Alors il y a d'autres journées qui sont prévues, qui ne sont pas encore fixées, hein, je ne vais pas les détailler, hein. Donc n'hésitez pas, hein. Vous voyez, il y en aura en octobre, en novembre. De toute façon, l'idée là, c'est qu'on vous enverra, vous retrouverez ces journées sur les bulletins, donc le bulletin numérique, mais on va envoyer tous les 2 mois, on avait dit, à peu près, une liste hein, des prochaines journées, donc vous les verrez apparaître régulièrement. Voilà. Et pour terminer, je vais juste, alors ça a déjà été annoncé, en fait, il y a des groupes thématiques qui se réunissent, donc je les ai juste rassemblés ici, hein, mais Thierry, vous l'avez précisé tout à l'heure.